Salut à tous, Platini, Giresse, Rocheteau, Tigana, ce sont des noms qui évoquent certainement de bons souvenirs à ceux ayant eu la chance de les voir jouer. La décennie 1980 a offert à l'équipe de France une génération dorée. La sélection tricolore, jusque-là plutôt discrète, pourra-t-elle en profiter pour enfin briller sur la scène internationale? Les années 80 marqueront aussi l'élévation d'un joueur légendaire, Diego Maradona, et celle d'un entraîneur d'exception, Johan Cruyff. On va donc parler aujourd'hui de l'attentat de Schumacher, de la main de Dieu et de football total. Bienvenue pour ce 8e épisode de Rétro. Vous l'avez sans doute remarqué, la Coupe du Monde au travers des années est le fil rouge de cette série rétro. Aujourd'hui, direction la péninsule ibérique et plus particulièrement l'Espagne, pays hôte du mondial 1982. L'avant-compétition sera marquée par l'élimination dès les qualifications des Pays-Bas, finalistes des 2 dernières éditions. Un premier coup d'arrêt pour le football total au sommet de son art depuis la décennie précédente. Place maintenant au jeu et le premier match du groupe 2 crée la première surprise du mondial. Victoire de l'Algérie 2-1 contre l'Allemagne de l'Ouest, premier succès d'une équipe africaine contre une équipe européenne. Ironie du sort, c'est le dernier match de cette phase de poule qui fera défaut au superbe parcours algérien. Un match dont ils ne sont pas acteurs puisqu'il oppose l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche, mais un match qui est maître du destin des Fennecs pour la suite. L'Allemagne de l'Ouest doit obligatoirement gagner pour se qualifier, tandis que l'Autriche peut se permettre une défaite avec 2 buts d'écart. Les Allemands ouvrent le score 1-0 à la 10e minute, puis le match prend une toute autre tournure. Les deux équipes étant qualifiées, elles se contentèrent d'échanger des passes inoffensives jusqu'au coup de sifflet final. Cette scène d'anti-jeu scellera donc l'élimination de la surprise algérienne et restera dans l'histoire comme le match de la honte. Pour éviter un nouveau scénario similaire, la FIFA impose désormais que les matchs de dernière journée d'une poule soient joués simultanément. La RFA et l'Autriche se qualifient donc au second tour, au même titre que l'équipe de France, qui après de sombres années monte en puissance portée par une génération exceptionnelle. La belle épopée française se poursuit jusqu'en demi-finale contre la RFA, un match historique par sa qualité et par l'émotion qu'il a suscité, mais surtout en raison de cet événement, l'attentat de Schumacher survenu à l'heure de jeu alors que le score était de 1 partout. Le choc sera si violent que Baptiston, le joueur français, perdra connaissance avec plusieurs dents et vertèbres cassées. Cet événement choque également par l'attitude du gardien allemand dévoilée par le ralenti quelques secondes plus tard, une attitude totalement désintéressée du ballon, et il choque surtout par l'absence de sanction du corps arbitral, pas de carton rouge ni même de faute sifflée, une simple remise en jeu en 6 mètres. Les Français, survoltés par cette injustice, mèneront 2-1 puis 3-1 en prolongation, mais alors que le peuple français clame déjà sa joie de voir son équipe en finale du mondial, l'Allemagne réduit le score à la suite d'un contre où 2 grossières fautes allemandes sont oubliées. À la 108e minute, Fischer égalise d'un retourné acrobatique. 3-3 score final, la suite du match verra pour la première fois de l'histoire du mondial une séance de tir au but. Cette dernière tourne en faveur de la Mannschaft, c'est donc l'Allemagne qui, aussi injustement que cela puisse paraître, file en finale pour affronter l'Italie. La squadra Azzurra se chargera de venger les Français d'un froid réalisme, victoire 3-1 pour remporter le trophée. Forte de sa belle épopée, l'équipe de France doit maintenant confirmer qu'elle peut être une concurrente sérieuse sur la scène internationale. L'Euro 1984 semble être l'opportunité parfaite. C'est une compétition internationale certes, mais elle est moins rude que la Coupe du Monde. Seulement 8 équipes y participent. Elle présente surtout l'aubaine cette année de se jouer en terre française. En phase de poule, la France ne déjoue pas. 3 matchs, 3 victoires et termine première de son groupe. Elle rencontre ensuite en demi-finale le Portugal, deuxième du groupe 2 derrière l'Espagne. Ce match fera passer le peuple tricolore par toutes les émotions. La France ouvre le score à la 24e minute, se voit égaliser dans le dernier quart d'heure. Prolongation, la tension est pesante et s'intensifie lorsque le Portugal inscrit le 2-1 à la 98e minute. Les 6 dernières minutes de jeu seront celles du soulagement d'abord, égalisation de Domergue pour la France à la 114e 2-2, puis de la délivrance d'une frappe puissante à bout portant. Platini inscrit le but victorieux à la dernière minute, 3-2 score final. 4 jours plus tard, la France doit encore vaincre la sélection espagnole en finale du tournoi. L'enjeu est fort pour les deux équipes, l'Espagne n'a plus été titrée depuis 20 ans. La sélection tricolore, elle, est toujours à la conquête de son premier titre international. Soucieuse de ne pas encaisser de but, les équipes n'arrivent pas à se départager. Les Espagnols feront une première erreur à l'heure de jeu, une faute à l'entrée de la surface. La punition sera immédiate. Michel Platini frappe sur le gardien, mais ce dernier n'arrive pas à s'emparer du ballon. Le cuir fuit dans son dos et termine sa route au fond des filets.
marqué. Le malheur du gardien espagnol fera le bonheur du public français, un bonheur encore plus grand après le coup de grâce de Bellone à la 90e minute, l'équipe de France est championne d'Europe. Un peu avec la tête de Maradona, un peu avec la main de Dieu. Cette déclaration est l'œuvre de Maradona lui-même et elle fait suite au quart de finale Argentine-Angleterre du mondial 1986. À la 51e minute, alors que le score entre les deux rivaux était encore vierge, la main de Dieu opéra. Oui, Maradona, oui, Valdano, oui. Maradona, il était là, non, du point, de la main, non, de la main, ce but. Ah là là, il a mis de la main, il l'a mis de la main. Oh, ah, il n'a pas vu Monsieur Benasser. Le ralenti est formel, le ballon a bien été inscrit de la main, mais l'arbitre, lui, ne l'a pas vu. Les joueurs anglais sont furieux après lui, mais le but est bien validé. 3 minutes plus tard, le prodige argentin confirme que si ce but a été inscrit par la main de Dieu, ce dernier lui a aussi fait don de ses pieds pour ce chef-d'œuvre. Ces deux actions mémorables composent une belle métaphore de la carrière de Maradona. Il est à la fois un buteur génial, savant interpréter les gestes les plus fous, un maestro capable de porter son équipe au sommet par la force de ses exploits individuels. Lors de cette Coupe du Monde 1986, il a porté la sélection argentine jusqu'au titre suprême en étant le meilleur joueur du tournoi. Il a aussi été l'homme fort de l'âge d'or du Napoli, le conduisant à devenir un des plus grands clubs d'Europe. Mais en dehors du terrain, sa personnalité le plonge régulièrement dans la controverse, de nombreux coups de sang, une vie nocturne très agitée et une hygiène de vie médiocre. Il est suspendu 15 mois en fin de carrière à la suite d'un contrôle positif à la cocaïne et suite à cela, il ne retrouvera jamais son niveau d'avant. La décennie 1970 était l'apogée du talent de Johan Cruyff, le joueur, et du football total, dont il était l'incarnation même sur le terrain. La décennie 1980 sonnera le temps de raccrocher les crampons pour la légende néerlandaise. De retour dans son club formateur en 1981, l'Ajax Amsterdam, le destin aurait voulu qu'il tape ses derniers ballons là où tout avait commencé. Cruyff, lui, en a décidé autrement. L'inappétence de l'Ajax quant à renouveler son contrat en 1983 nourrit une certaine rancœur chez le joueur hollandais qui choisit alors de s'engager avec le rival du club, le Feyenoord Rotterdam. Après avoir offert à ce dernier un doublé championnat-coupe, c'est donc à Rotterdam qu'il raccrochera définitivement ses crampons. La fin d'une carrière de joueur de légende qui enclenchera ensuite une nouvelle destinée, Cruyff l'entraîneur. De retour à l'Ajax, cette fois sur le banc, il remporte le championnat dès sa mise en fonction. Après plusieurs trophées de l'année, il suit les traces de sa carrière de joueur et part de nouveau en Catalogne, nommé entraîneur du FC Barcelone. Le président lui confie alors la mission de faire renaître le football total de Rinus Michels. Il accomplira cette mission avec brio et instaurera chez les Blaugrana des préceptes tactiques tels que la construction triangulaire du jeu et l'importance du troisième homme. Avec Pep Guardiola en chef d'orchestre et d'autres stars de l'époque, Eusebio, Laudrup, Stoichkov, la Dream Team remporte de nombreux titres et offre aux Socios une première victoire en Coupe d'Europe des clubs champions. Aujourd'hui, Cruyff l'entraîneur est le coach le plus titré de l'histoire des Blaugrana et aussi celui avec la meilleure longévité, 8 ans. Le néerlandais a surtout laissé un héritage inestimable à l'institution barcelonaise. De la Masia, son école de foot au Barça, à l'équipe première, Cruyff a répandu sa philosophie. Il est le créateur de l'ADN du Barça.